Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous à une heure peu habituelle, rendez-vous en campagne, mais pour ne pas parler avec des politiques. Ce soir, la question que l'on se pose, les discours des candidats répondent-ils aux attentes de la population ? Le Congo peut-il mobiliser assez d'argent pour financer son développement? La RDC qui est de nouveau en période d'élection, synonyme de bilan, promesse électorale, réaliste ou pas, et surtout d'une campagne où malheureusement peu de place est réservée au débat de fond. Pour parler à tout cela, votre radio lance le débat avant qu'il ne soit trop tard sur ce qui est possible, ce qui est souhaitable et surtout ce qu'en attendent les populations. Ce soir, 4 invités au profil exceptionnel pour parler trésor public, mobilisation des recettes et donc budget et possibilité de réalisation des engagements pris, afin que chacun des électeurs puisse faire son choix et voter en connaissance de cause. Autour de la table, Benjamin Zaïlou, bonsoir. Bonsoir. Benjamin Zaïlou est expert comptable, il est le président de l'ONEC, l'Ordre national des experts comptables du Congo. Les taxes, il les connaît, ainsi que la problématique du climat des affaires. Félix Samouna, bonsoir. Bonsoir. Félix Samouna est le président de la commission PME, Petites et Moyennes Entreprises de la Fédération des Entreprises du Congo, la FEC. Les petites et moyennes entreprises qui sont le moteur des activités d'un pays, doper ce secteur et doper la production et par ricochet les ressources fiscales de l'État. Monsieur Liévin Chiribagula, bonjour. Bonjour. Votre grade de directeur DGI, on doit le dire, directeur à la Direction Générale des Impôts, il connaît très bien la problématique de la mobilisation des ressources à la Direction Générale des Impôts, première régie financière nationale. Il est aujourd'hui aussi conseiller fiscal du ministre des Finances. Michel Losembe, bonsoir. Bonsoir. Michel Osembe, le président honoraire de l'ACB, l'Association des banques congolaises. L'investissement, le crédit, les banques ont pour principale fonction de recueillir des fonds, de les assembler et de les prêter à ceux qui en ont besoin. Pour bien comprendre ce que sera cette émission, j'ai donc planté le décor avec vous intervenants. Mais je pose aussi la problématique. Quel est l'état actuel de la mobilisation des recettes par le Trésor public ? Ou pour le Trésor public, il y a certes un budget arrêté en ce qui comprend les recettes et les dépenses, mais qu'est-ce que l'État mobilise vraiment? C'est la question qu'on se pose. Une fois les chiffres connus et présentés par Lionel Chiribagula, nous poserons les questions suivantes. Comment augmenter ces recettes pour atteindre des niveaux acceptables aux investissements conséquents dans le domaine social, mais surtout dans les domaines de développement? A, en mobilisant plus sans brimer plus. B, en élargissant l'assiette fiscale par l'arrivée d'un formel existant, quid de la motivation pour le faire. C'est en dopant l'investissement. Alors, toutes ces questions vont peut-être vous paraître un peu compliquées, mais on va schématiser ceci de la manière suivante. L'État, pour vivre, ne fait que lever les taxes et les impôts. Ces impôts vont dans une caisse qu'il gère pour tourner lui d'abord et pour payer les salaires et surtout pour faire des investissements. Ces investissements, plus l'argent sera important, plus ces investissements devraient l'être. Et ces investissements, c'est notamment les infrastructures, et donc beaucoup de social, et aussi d'autres investissements pour permettre à ces PME, aux entreprises qui, elles, font l'argent, de pouvoir bien travailler et donc d'augmenter aussi par ricochet l'argent qui rentre dans le trésor public. Chacun de nos invités contribuera donc à nous donner solutions et ou pistes pour ce faire. Lors de nos différentes réunions de prise de contact, j'ai aimé le contact avec M. Benjamin Zaïlou, qui m'a particulièrement parlé du travail fait sous d'autres cieux, dans d'autres pays, à chaque investiture d'un nouveau mandat politique, de ce qu'il convient de faire pour que le Trésor public prélève plus afin de financer de meilleures politiques. Il sera d'ailleurs particulièrement question sur le sujet du jour, notamment des freins fiscaux à l'investissement. On a un expert comptable, des dopants fiscaux à ce même investissement. On verra quel est le vécu ici au Congo. Alors, Monsieur Liévin Chiribagula, on va commencer par vous. On va commencer par les chiffres. Vous êtes de la DGI, je le rappelle, donc vous connaissez la mobilisation des recettes, vous connaissez tout ce système. Quels sont les chiffres de la DGI et comment la DGI procède?
Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je pense qu'on ne doit pas parler que de la DGI. DGI, DGRAD et l'État ne se limite pas à la DGI. Les ressources de l'État, ce n'est pas que la DGI. Il faut distinguer les ressources internes, pour lesquelles vous avez effectivement la DGI, la DGDA, la DGRAD. Mais il y a aussi, bien sûr, les budgets annexes et les comptes spéciaux, ça, on ne va pas y revenir. Mais il y a les ressources extérieures aussi. Et sur ces deux rubriques, je crois qu'on peut l'affirmer sans crainte d'être contredit. Les évolutions ont été positives depuis l'entrée en fonction de l'actuel gouvernement. Souvenez-vous que nous partons d'un budget en 2021 qui est de l'ordre de 16 621 milliards de francs congolais, soit plus ou moins 8 milliards de dollars. On passe en 2022 à un budget de 22 253 milliards de francs congolais, soit plus ou moins 10,7 milliards de dollars. Et en 2023, on est à 32 456 milliards de francs congolais, soit l'équivalent de 16 milliards de dollars. Tout ça, il faut bien expliquer que c'est une projection, c'est peut-être pas la réalisation. Ce sont les prévisions, on pourra les comparer aux réalisations. En ressources internes, pour 2023, c'est 22 253 milliards de francs congolais, soit 10,7 milliards de dollars. Et en ressources externes, 10 200 milliards de francs congolais, soit 5,3 milliards de dollars. Alors, on passe en 2024 à 40 986 milliards de francs congolais, soit 16,2 milliards de dollars, répartis en ressources internes à 25,446 milliards de francs congolais et en ressources extérieures à 11 919 milliards de francs congolais. Ce qu'il faut noter ici, c'est la progression du budget. C'est que on passe de 8 à 16. Il y a eu un doublement. Et à une certaine période même, on pouvait parler des triplements. Alors, vous avez dit, ce sont des prévisions. Effectivement, ce sont des prévisions. Si on va voir dans les réalisations, on va constater effectivement qu'en 2021, le ministère des Finances a réalisé 124% des prévisions et en 2022, 125% des prévisions. Alors, en 2023, l'année n'est pas encore achevée, bien sûr, mais on est autour de 82% des prévisions pour les ressources internes. Évidemment, vous pouvez dire pourquoi pour 2023, il y a une baisse. On fera les bilans, bien sûr, à la fin de l'année parce que tout n'est pas encore collecté. Mais il s'est fait que pour 2023, il y a eu une conjonction des facteurs qui ont fait que les ressources baissent, surtout du côté de la DGI. La DGI a été plombée par le système fiscal tel qu'il fonctionne, c'est qu'il y a eu des acomptes en 2022 qui devaient être comptabilisés comme acompte sur 2023. Et en 2023, c'est le solde qui a été déclaré et payé qui a été un peu plus faible. Cela est dû, bien sûr, on en parlera certainement, au fait que nos ressources dépendent essentiellement du secteur minier, qui lui-même dépend des cours mondiaux. Mais on a eu une problématique particulière par rapport aux exportations des minerais, c'est qu'il y a eu suspension des exportations d'une partie de nos minerais, notamment les cas de TFM. Et donc, en règle, on est dans l'évolution et on espère encore avancer davantage parce que, comme vous l'avez dit, jusque-là, on fonctionne sur une assiette fiscale assez faible. Il y a des réformes qui sont en cours pour nous permettre d'élargir l'assiette et d'essayer de collecter davantage sur une base mieux maîtrisée. Je pense qu'on pourra revenir sur la problématique de réforme après. Alors, vous avez demandé, mais à quoi sert cet argent? Mais dans le budget de l'État, les recettes sont votées en équilibre avec les dépenses. Et donc, il y a des dépenses publiques qui doivent être couvertes par les ressources de l'État. Et dans les grandes lignes, vous le savez, c'est d'abord les dépenses du personnel
qui tournent généralement autour de 25% des dépenses publiques. Les dépenses d'investissement, qui également, si on cumule les différentes rubriques, on est autour de 40%. Mais il y a les transferts aussi de l'État, notamment les transferts vers les provinces, qui également tournent autour de 17%, globalement. Donc tout est prévu dans le budget et les recettes couvrent essentiellement ces dépenses-là. Le ministre des Finances en fait une reddition à la fin de l'année et on peut tout vérifier conformément à la loi. Voilà plus ou moins l'évolution. Alors la question, la première que l'on a envie de vous poser, est-ce qu'on doit vous féliciter d'avoir multiplié le budget en 2-3 ans, ou cette multiplication est due au fait de mesures qui ont été prises précédemment, on pense particulièrement au nouveau code minier et au cours des matières premières qui ont été particulièrement intéressantes ces derniers mois. Pourquoi je pose la question? Parce que de cette émission, on voudrait surtout comprendre et pouvoir bien expliquer que ces ressources peuvent être multipliées ou augmentées encore plus rapidement si d'autres politiques supplémentaires sont appliquées. Alors, est-ce que c'est dû à la conjoncture ou c'est dû à des politiques particulières? Mais comme je l'ai dit, c'est une combinaison de facteurs. La conjoncture elle-même ne peut pas tout justifier. Il y a aussi l'effort en termes de mobilisation des recettes qui est mené par le ministère et ses différents services qui sont les 3 régies. La conjoncture, c'est vrai, c'est les cours, l'évolution des cours. 2021-2022, les cours des métaux étaient favorables. Cela impacte les recettes, ça va de soi. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore que les hommes travaillent pour collecter ces recettes. Et c'est là où intervient l'effort que déploie le ministère des Finances. Le ministre des Finances a instauré un système de contrats de performance avec ses administrations. Des contrats qui sont signés chaque année et qui sont évalués mois après mois pour suivre les efforts de mobilisation des recettes. Donc c'est une combinaison des facteurs économiques, des facteurs environnementaux, mais aussi des facteurs humains qui font que les recettes augmentent. 14% de pression fiscale, là où en Afrique centrale on est presque au-delà de 20%. Peu de contributeurs, on annonce d'ailleurs que ces chiffres sont réalisés par notamment les gros miniers. Il y a moyen de mieux faire. Pourquoi rien ou ce plus à faire n'est pas encore réalisé? Effectivement, la pression fiscale est encore faible. Bon. Pourquoi elle est faible d'ailleurs? D'abord, c'est quoi la pression fiscale? La pression fiscale, ce sont les gens... C'est un rapport. Oui. C'est un rapport entre les rendements de l'impôt et le PIB. Okay? C'est ce rapport-là que l'on calcule. Alors, la pression est faible, effectivement, parce que nous collectons sur une assiette moindre. On ne parvient pas à capter tous les potentiels contribuables. Si on peut se référer aux chiffres, le répertoire de la Direction générale des impôts, qui doit servir de base de travail à toutes les administrations, à travers le numéro impôt, est de quelle hauteur par rapport à la population congolaise? On est dans un ordre de 200 000 répertoriés pour plus ou moins 90 millions d'habitants. Si vous faites une comparaison avec certains pays voisins, comme le Kenya, au Kenya, vous avez sur 45 millions d'habitants, vous avez 16 500 000 répertoriés par l'administration fiscale. Si vous faites le rapport, vous constatez que nous avons un déséquilibre, effectivement, tout le monde le reconnaît, et ce déséquilibre fait que c'est une poignée de contributeurs, une poignée de contribuables, essentiellement les grandes entreprises de la DGE, qui apportent plus de 80% des recettes. L'objectif, c'est d'inverser la vapeur.
C'est ça l'objectif. Et c'est le travail que le ministre des Finances essaie d'accomplir depuis qu'il est là à travers une série de réformes. Comment élargir l'assiette fiscale, mais surtout, comment capter les bases imposables réalistes. Et donc, c'est le travail qui est en cours à travers un certain nombre de mécanismes. Nous pourrons les passer en revue impôt par impôt. Pour ce qui est de la TVA, un impôt sur lequel on a beaucoup compté dès le départ, mais qui peine à nous apporter tous les fruits. Pour ce qui est de la TVA, on va lancer dans quelques jours la numérisation de la TVA. Une réforme très importante qui va permettre à la DGI de travailler directement avec les assujettis et de pouvoir capter leurs réalisations à la seconde près. C'est une réforme très importante qui va être mise en œuvre rapidement. On va faire intervenir M. Benjamin Zaïlou, que j'ai vu beaucoup noter, mais sur YouTube, puisque vous êtes nombreux à nous suivre sur YouTube, j'ai la réaction de M. Didier Kapenga. Lui, il est inspecteur des finances en Belgique. Il dit que la RDC est un paradis fiscal car l'administration fiscale n'a pas de grande capacité de traquage des contributeurs. Vous êtes de cet avis? Bon, je ne sais pas si c'est le mot traquage qu'il faut. On parlait de capacité. Moi, je voulais surtout m'arrêter d'abord sur le terme capacité. Oui, les capacités, c'est d'abord les moyens techniques. Les capacités, c'est aussi le problème de la saisine de l'environnement. Quelqu'un qui est en Belgique, qui compare le système belge au système congolais, ben, il doit d'abord se rendre compte de ce que le point de départ d'une bonne administration fiscale, c'est les fichiers de la population. En Belgique, je suppose que c'est de cela qu'il parle, dès que vous êtes identifié comme résident du territoire belge, vous êtes automatiquement immatriculé dans l'administration fiscale. Mais parmi les réformes que le ministre des Finances est en train d'implémenter, il y a effectivement la réforme qui vient de passer du reste sur l'instauration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, qui va permettre, de la même manière qu'en Belgique, qu'on puisse partir du fichier de la population, qui va être d'ici là mis en œuvre, pour pouvoir déterminer les contribuables. Vous comprenez? Donc, il y a un problème d'ordre technique que nous sommes en train de résoudre pour y arriver. Partir d'un fichier de la population qui jusque-là n'existe pas, c'est le travail qui est en cours. Il faut nécessairement les fichiers de la population, l'identification de la population, et de là, pouvoir avoir également un fichier de l'administration fiscale performant. Parce qu'on parle de fichier de la population, n'oubliez pas que pour saisir un contribuable, il faut connaître son adresse. Mais si vous n'avez pas un fichier de la population, que vous ne savez pas connaître les adresses des contribuables, comment les saisir? C'est tout ça qui est en cours de révisitation. C'est pour cela qu'il y a des réformes en cours. Alors, je voudrais faire intervenir ceux qui sont autour de la table. Monsieur Benjamin Zaïlou, vous êtes le président de l'Ordre national des experts comptables. Nous vous écoutons. Je voudrais confirmer effectivement qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont en cours, qui pourraient avoir un impact. Mais il faut noter que lorsqu'on entreprend des réformes, le cycle des réformes économiques est différent des cycles électoraux. Et cela pèse énormément sur la mise en œuvre de ces réformes. Monsieur Lusakweno a parlé tout à l'heure du code minier. Le code minier entrait dans une réforme qui datait d'un certain nombre d'années et qui commence à porter des résultats. Et donc les réformes qu'on entreprend aujourd'hui ne vont pas porter des résultats immédiatement. Donc il faut considérer que la mise en œuvre des réformes nécessite un certain délai. Mais il faut reconnaître aussi que la capacité organisationnelle, les conseillers venaient de le dire, reste encore très faible. Parce que quand on regarde le répertoire des contribuables, on devait au moins être capable de gérer 40 000 contribuables. Mais lorsqu'on se rend compte que 80% des recettes dans notre pays sont en fait mobilisées auprès d'un nombre très réduit de contribuables. Donc, cela dénote très bien qu'on a un problème de capacité organisationnelle. Et en même temps, il faut ajouter que lorsqu'on veut mettre en œuvre de stratégies
il y a l'aspect culturel qui reste très important. Et la culture n'évolue que très lentement dans un pays. On ne peut pas s'attendre à ce que la culture fiscale du Congolais ou des agents économiques dans les pays puisse évoluer au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est sur la durée qu'il faut attendre la vraie performance qui permettrait que les Congos soient capables de prélever 20%, 25% de la richesse créée. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes expert comptable, donc vous êtes en contact avec ceux qui, c'est vrai, sont organisés en entreprise et ont pris ces habitudes. Qu'est-ce que vous pensez que la DGI devrait faire pour que cela passe de projet à réalité? En fait, parmi les réformes qui sont entreprises déjà, couchées dans la loi des finances 2023 et 2024, notre profession est appelée aujourd'hui à certifier les informations financières qui servent à préparer les déclarations fiscales. Mais ce qu'il faut relever, que ce n'est pas du jour au lendemain que la culture des agents économiques, des individus change. Ainsi, nous pensons au niveau de l'ordre qu'il faut essayer de mettre un bémol sur le caractère répressif. Parce que si on met trop d'attention sur le caractère répressif, ce qui va arriver, cela va créer d'autres rentes en faveur des intervenants dans la gestion du système fiscal. Mais si on met un bémol sur le caractère répressif, comment on va faire pour forcer ceux qui ne payent pas à payer? C'est-à-dire qu'il faut repenser les systèmes, hein, parce que la fraude, la fraude fiscale est comme toutes les autres fraudes. D'abord, il faut, sur le plan réglementaire, qu'on ait des textes clairs, simples à appliquer. Aujourd'hui, on a plein de textes qui font l'objet d'interprétations. Et quand ces textes font l'objet d'interprétations le plus large possible, cela crée une rente pour les intervenants. Il faut clarifier les choses, simplifier les choses. On aura un système fiscal qui va être facilement applicable, facilement vérifiable. Alors nous, comme experts comptables, nous avons les informations financières que nous certifions et à ce moment-là, les agents économiques au moins pourront faire des déclarations sur des informations qui reflètent la situation de leurs activités. Benjamin Zaïlou, qui est le président de l'Ordre national des experts comptables. Alors, je voudrais avoir la réaction des PME. La FEC, c'est normalement toutes les entreprises du Congo, petites, moyennes et grandes. Tout à fait. Vous n'avez pas de problème d'identification, tout le monde va vers vous. Tous ceux qui sont chez vous payent des impôts, c'est bien ça? Tout à fait. Mais comment vous faites pour en attirer plus? Parce que la question qu'on pose à la DGI, on pourrait aussi vous la poser. Oui, mais toute la difficulté est là. Je pense que si nous n'avons pas une politique fiscale plus intelligente, plus innovante, plus attractive, nous n'y arriverons pas. Il y a plus de 275 taxes répertoriées pour le pouvoir central, les provinces et les entités décentralisées. Maintenant, qui va se retrouver là-dedans? C'est un peu ce que M. Zaïlou dit, c'est que ça crée une rente en faveur des agents fiscaux et de tous les intervenants, qui sont d'ailleurs multiples, ce qui fait que les PME n'arrivent pas à se retrouver. Mais je pense que les réformes qui sont en train d'être entreprises vont dans la bonne voie, mais à mon sens, pas assez vite. Il y a d'abord tout ce qui est digitalisation qui sera une très 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 grande avancée pour essayer un peu d'éviter ce qu'on dit en anglais les middlemen, pour que je sache quand je fais ma déclaration qu'est-ce que je vais payer et que je puisse avoir des moyens aussi directs de payer, sans que ça transite par les poches de certaines personnes. Mais maintenant, nous avons, selon une étude de la Banque mondiale, nous avons à peu près 3 millions de PME dans le secteur informel. 3 millions. Alors que nous sommes un pays où on est déjà en déficit en termes de PME, avec 95 millions d'habitants, on devrait normalement tourner autour de 4-10 millions de PME. Mais on est loin du compte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une fiscalité attractive, progressive et non confiscatoire. Les gens, c'est pas que les gens refusent de payer des taxes, mais il y a une multiplicité d'agents taxateurs, ce qui fait qu'on ne se retrouve plus. On a l'impression d'avoir un millefeuille et on n'en termine pas. Du 1er au 30, on est toujours devant quelqu'un qui vient vous réclamer une taxe ou une autre. Tandis que s'il y a une fiscalité qui permette à tout le monde de payer,
dans un guichet unique, par exemple, où toutes les taxes sont reprises pour les petites entreprises. Je ne parle pas encore des très petites entreprises. Je prends un exemple simple. Si nous arrivons dans les 5 ans qui viennent, à transformer des 3 millions de PME dans l'informel, 1 million dans les 5 ans qui viennent entrent dans l'informel, et qu'ils ont une taxation unique de $300 sur l'année, ça nous fait 300 millions de dollars qui rentrent dans la caisse de l'État. De $300, quel que soit leur chiffre d'affaires, quel que soit leur... voilà. Quel que soit leur chiffre d'affaires. Parce que qu'est-ce qu'il faut? On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Il faut leur donner une incitation à venir se formaliser. C'est un peu ce que disait M. Nzaïl tout à l'heure. Il y a la culture fiscale qu'il faut avoir. Mais cette culture, on l'attrape comment? Pas avec des coups de bâton. Il faut séduire contrairement à ce qui se fait d'habitude, moi je pense qu'il faut séduire comment dire, celui qui est dans l'informel. Oui, celui qui est dans l'informel, pour qu'il rentre petit à petit dans le formel. Et il faut changer totalement les méthodes qu'on applique jusqu'à aujourd'hui. On va arriver là-dessus, mais je vous rappelle les petits A, les petits B, le petit C que j'ai donné tout à l'heure, mobilisant plus sans brimer plus, élargissant petit A, petit B, élargir l'assiette par l'arrivée d'informels existants, ça c'est le petit B, on y est déjà, c'est en dopant l'investissement. Alors moi je voudrais demander au président honoraire de l'ACB, avant que je vous redonne la parole, vous voyez beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de contrôle sur l'argent qui rentre pour éviter, tout cet argent, est-ce que c'est obligatoirement un argent propre ou ce pourrait être, ou parmi l'argent que les banques brassent, il pourrait y avoir beaucoup d'argent de cet informel? Merci Christian pour cette question. Je pense que le secteur financier en RDC reflète exactement le problème de la culture, de la formalisation de ces transactions. Il y a une vingtaine d'années, l'économie congolaise était moribonde au sortir de tous les problèmes économiques et politiques qu'on a connus dans les années 90. Le total du bilan des banques, je crois, était moins de 100 millions de dollars au début des années 2000. Aujourd'hui, les banques, au total, sont plus de 10 milliards de dollars de dépôts, tout le secteur confondu. Et encore, là, je ne parle que des banques commerciales auxquelles il faut ajouter les banques de microfinance, toutes les institutions financières non bancaires qui collectent et manipulent l'argent. Et cette augmentation des flux reste malgré tout très marginal par rapport à ce que probablement l'économie est en train de générer aujourd'hui. Et que les banques ne captent pas. Que les banques ne captent pas pour les mêmes raisons que la fiscalité, en dehors des problèmes structurels de la fiscalité, les banques ne captent pas ces flux-là parce que la transparence n'apporte pas d'effet de levier, d'effet de croissance à ceux qui seraient enclins de l'adopter. Aujourd'hui, travailler plus avec les banques, c'est-à-dire être plus formel, plus transparent, donc plus sujet aux différentes difficultés que présente le climat des affaires. Que ce soit la fiscalité, parce qu'on parle d'une fiscalité qui est parfois considérée, non pas parfois, systématiquement considérée comme invasive. Et il y a certains opérateurs économiques à la FEC dans les débats qui parlent de terrorisme fiscal. Mais là, c'est plus lié à la pression fiscale sur un nombre très réduit de contribuables. Mais aujourd'hui, les gens hésitent à déclarer ce qu'ils font. Et travailler avec les banques, c'est déclarer ce qu'on fait. Parce que les banques doivent travailler dans la transparence pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons de connaissance de l'origine des fonds, qui devient de plus en plus pointu dans le métier bancaire. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'une banque soit incapable d'identifier la traçabilité de l'origine des fonds qu'elle manipule, l'identité des personnes qui ouvrent des comptes et les fonds qu'ils font transiter, et a fortiori
les exposer face aux différentes difficultés fiscales qu'il peut y avoir. Donc on se retrouve dans un système ici où le gouvernement, et je peux comprendre qu'il est dans une situation dichotomique, où elle doit d'un côté réfléchir à des réformes, qui sont des réformes qui prennent du temps, et qui devraient laisser aux gens le temps d'améliorer leur culture fiscale ou de leur pratique économique. Mais de l'autre côté, le gouvernement doit générer des recettes pour faire fonctionner l'État. Et n'a pas le temps de laisser les réformes prendre cours. Et on se retrouve depuis une décennie, peut-être plus, 2 décennies, depuis l'indépendance, je dirais même, dans cette situation où le nombre de contribuables reste ce qu'il est et ne grandit pas, alors que la population, en pourcentage de la population, nous sommes dans des 0,200 000 sur 100 millions d'habitants, vous l'aviez évoqué, c'est des chiffres qui sont extrêmement bas. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait changer? Aujourd'hui, les banques se vantent de voir ou de se voir de plus en plus capter l'épargne des Congolais. Ce qui est vrai. Alors, mais 10 milliards de dollars, nous parlions tout à l'heure d'un PIB, le PIB ou le PNB, je dirais, de la RDC aujourd'hui est estimé à 100 milliards de dollars par an. Le total du bilan des banques, qui peut refléter, disons, ce que la population confie aux banques, c'est 10%. 10% du PIB. Si je prends la moyenne d'Afrique subsaharienne, la taille des banques par rapport au PIB tourne autour de 30-40% du PIB, ce qui ferait qu'aujourd'hui, les banques congolaises devraient pouvoir gérer au même niveau d'intermédiation financière que le reste de l'Afrique subsaharienne a. 200 à 300 milliards de plus. 30 à 40 milliards de dollars devrait être la taille des banques pour ressembler au Cameroun, etc. Non, si on veut ressembler à l'Afrique du Sud, où la taille des banques est le double ou 130% du PIB, la taille des banques devrait être de 150 milliards de dollars pour le même niveau d'intermédiation. Et bien entendu, il y a la part entre la partie informelle de l'économie et la partie formelle de l'économie, mais qui dénote de ce malaise qui provient vraisemblablement d'une position très agressive de l'administration. Monsieur Lévin Chiribagula. Merci beaucoup. Je crois qu'on devrait quand même réagir pour nuancer quelques affirmations qui ont été faites. On parle d'une fiscalité confiscatoire. Je crois qu'il faut être prudent avec les termes. Les petites entreprises, quelle est leur fiscalité dans notre pays? Les micro-entreprises, au niveau des impôts, c'est un forfait de 50 000 francs congolais par an. Ce n'est pas 40% ou 50% de leurs bénéfices pour qu'on parle de fiscalité confiscatoire. C'est un forfait de 50 000 francs. Les petites entreprises, c'est aussi un forfait. C'est 1% de leur chiffre d'affaires ou 2% de leur chiffre d'affaires annuel, selon qu'elles sont dans les commerces ou dans les prestations de services. Est-ce qu'on peut parler de fiscalité confiscatoire? Non. Alors, vous permettez que j'avance, vous allez y revenir. Donc, il y a une fiscalité particulière pour les micros et les petites entreprises. Le taux de l'IBP de 30% ne s'applique qu'aux moyennes entreprises et aux grandes entreprises. Et là aussi, l'État est sensible. Dans la réforme en cours, ces taux vont baisser à 25%. Déjà, il y a 2 ans, il était à 35%. On l'a baissé à 30%, qui est la moyenne internationale, et il va passer à 25% à travers la loi qui vient d'être adoptée. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Le problème, c'est vrai, c'est au niveau de la multiplicité des taxes. Il y en a plusieurs, c'est vrai. Mais là aussi, on peut nuancer. Les taxes ont un caractère sectoriel. Si nous avons une centaine de taxes, au niveau de la DGRAD, c'est autour de 200, mais il n'y a pas une personne qui paye toutes les 200 taxes. C'est selon les secteurs. Donc, est-ce que ce ne serait pas plus simple? C'est selon les secteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier cela de telle manière que l'on... Voilà. Effectivement, les réformes qui sont en cours ont pour objectif de réduire le nombre des taxes, d'éviter les doublons là où il en existe et de se focaliser sur des taxes significatives. Ce sont les efforts qui sont en cours. La nomenclature des taxes est révisitée d'année en année. L'actuelle nomenclature, c'est une révisitation de 2018. Et avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, il y a un projet qui est en cours pour réduire encore davantage. Donc, les efforts sont faits pour éviter qu'il n'y ait cette pression que l'on essaie de qualifier de confiscatoire, même si elle ne l'est pas autant qu'on le pense. Alors, la difficulté, c'est, on a noté ici, l'aspect culture.
Et là aussi, il faut être prudent parce qu'on a dit, est-ce qu'il faut être trop sévère? Le chef de l'État a lancé il y a plus d'1 an une grande campagne, la campagne du civisme fiscal, qui continue son cours, mais rassurez-vous qu'elle ne peut pas suffire à elle seule. Il n'y a aucun pays au monde où le contribuable est content de payer ses impôts. Il faut toujours derrière qu'il y ait un certain niveau de sévérité de l'État, un certain niveau d'autorité de l'État. Si le contribuable n'a pas peur de la sanction, eh bien, faites votre campagne de civisme fiscal, ça ne suffira pas. Il faut quand même une certaine autorité de l'État pour que l'impôt soit collecté. La peur du gendarme pousse effectivement le contribuable à s'acquitter aussi de ses obligations. Donc c'est important, on doit combiner les deux. Il ne faudrait pas que l'État devienne lâche en définitive. L'État doit assumer son autorité et sur cette base-là, pouvoir aussi collecter ce qui doit l'être. M. Benjamin Zaïlo. Évidemment, vous avez raison et je crois que lorsque M. Samoun a parlé du caractère confiscatoire, ne voyez pas seulement l'impôt sur les bénéfices. Parce que finalement, pour un opérateur économique, c'est l'ensemble des prélèvements sur la richesse qu'il a créée. Et il se retrouve qu'en mettant tous ces prélèvements qui sont forfaitaires par rapport aux chiffres d'affaires, ainsi de suite, très rapidement, tous ces prélèvements dépassent sa capacité même de générer un revenu. Et il y a des entreprises dans lesquelles les promoteurs ne peuvent même pas se faire payer. Mais ça, les gens considèrent que c'est du faux. Mais je vous dis, c'est une réalité. Parce que, effectivement, quand vous commencez un business, en fait, vous prenez un risque. Il y a tellement de risques dans notre environnement. Ce n'est pas seulement les risques fiscaux que vous pouvez voir, même votre patrimoine disparaître. Donc, c'est une réalité que les opérateurs économiques vivent et c'est ainsi qu'on arrive à une certaine informalisation de l'économie. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent quitter le secteur informel pour se réfugier dans le secteur informel et trouvent des stratégies de survie et qui créent en fait des rentes pour ceux qui interviennent à un niveau ou à un autre parce qu'ils sont plus à l'aise pour opérer dans un manque de transparence. Et je crois que c'est tous les efforts aujourd'hui du ministère pour essayer de dire, avant de déposer votre déclaration, ça doit être certifié parce qu'on veut arriver à davantage de transparence sur les transactions financières. Donc c'est une réalité qu'on a dans notre pays. Évidemment, quand moi je dis la répression n'est pas la seule façon de pouvoir résoudre les problèmes, parce que si on ne s'organise pas et qu'il y a toujours des opportunités que les gens puissent commettre des fraudes, dites-vous que les gens vont finir par changer temporairement des comportements parce qu'il y a la répression. Mais ce qui arrive assez souvent à travers le monde, ceux qui sont chargés de la répression deviennent des complices des fraudeurs. Et donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est pas déjà le cas? Pardon? C'est déjà le cas ici, non? Non, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais de par mes connaissances pratiques et théoriques, parce que j'ai fait une formation sur la fraude, c'est que ceux qui sont chargés de réprimer la fraude, quand les enjeux deviennent tellement importants, eux-mêmes se retrouvent dans la fraude et finissent par protéger même les fraudeurs. Message lu sur YouTube, le répertoire de la DGI était de 300 000 contribuables en 2023, c'est vrai? Alors, il continue en disant « Avec beaucoup de doublons et beaucoup d'introuvables, les contribuables réels ne sont pas plus de 30 000 avec moins de 1 000 à la direction des grandes entreprises. Que compte faire le ministère et la DGI pour permettre à la DGI de prendre efficacement en charge déjà les contribuables existants avant de penser en fiscaliser d'autres ?» Question d'auditeur. Monsieur Chiribagoula. Oui, effectivement. Le répertoire n'est pas figé. Hein. Le répertoire est évolutif. Et puis, il faut voir, les répertoires, il est segmenté également. Alors, je ne sais pas de quelle partie du répertoire il parle, mais il a souligné une problématique importante, les contribuables introuvables. C'est la question que nous avons évoquée. L'identité. De l'identification, de l'identité, des adresses. Tout ça, c'est important. En fait, il ne faut pas prendre le système fiscal isolément de l'ensemble de la République. Le système fiscal n'est qu'un élément de notre organisation républicaine. Et donc, avec les années passées, il y a des tâches fondamentales de l'État qui n'ont pas été accomplies, comme avoir un fichier de la population, et qui maintenant est en train d'être restauré. C'est un élément important pour l'administration fiscale.
C'est un élément important. L'administration fiscale pourra partir de là pour améliorer son répertoire. Ça, c'est clair. Et c'est le point de départ de toute la réforme. On a parlé toujours dans les cas de l'élargissement. Aujourd'hui, si on parle par exemple de l'imposition des rémunérations, combien de citoyens ou des salariés savent qu'est-ce que leur employeur retient et reverse? Très peu. C'est parce que le système est comme tel, c'est l'employeur qui a l'obligation. Là, il y a une réforme qui a commencé, c'est l'obligation pour l'employé lui aussi de pouvoir souscrire sa déclaration. Comme ça se fait ailleurs. C'est important. Tout cela va permettre à l'administration fiscale d'améliorer son répertoire. Il faudra bien sûr, pour les cas de petites entreprises, des micro-entreprises, poursuivre les recensements. L'administration fiscale le fait au fur et à mesure. Mais là aussi, il faudrait déjà que le système d'identification ou d'immatriculation des entreprises soit performant et que le même fichier puisse se servir au niveau de l'administration fiscale. On l'a commencé avec les guichets uniques d'immatriculation aux entreprises, mais bon, apparemment il y a quelques difficultés. C'est des choses qu'il faut rendre performantes, de manière à cerner tout le contribuable potentiel. Alors le petit A, c'était en mobilisant plus, sans brimer plus. 14%, c'est une des pressions fiscales les plus faibles du continent. Si on arrivait à la moyenne, combien de milliards supplémentaires pourrions-nous dégager, M. Chiriwagula? La pression fiscale dans notre pays est actuellement entre 13 et 14%, pour une moyenne de 22 à 25 au niveau du continent. Donc vous comprenez que c'est plus ou moins du simple au double. Donc, si toutes les réformes sont mises en place, du côté des droits d'accise, du côté de la TVA, du côté de l'impôt sur les rémunérations, la lutte contre différentes fraudes, notamment la fraude douanière, si tout cela est mis en place, vous comprenez qu'on peut quand même estimer passer au double. Bon, c'est des projections. On ne peut pas les avoir du simple au double. On peut passer du simple au double, mais comme on l'a dit, il faut du temps. De 10 à 20 milliards. C'est faisable. En combien de temps? Le temps, il faut du temps, c'est combien? Actuellement, on est à 16 milliards. Théorique. Théorique, non, parce que si vous prenez les réalisations, c'est vrai qu'on a eu 124% en 2021, 125% en 2022. Nous sommes encore autour de 80% en ressources internes, mais effectivement, on peut espérer avancer autour de 20-25 milliards. Mais il faut... Les 16 milliards ne sont pas entièrement des impôts. Non, parce non, que non. La pression fiscale se mesure, voilà. Le montant des impôts collectés sur le PIB. Le PIB, exactement. Et à ma connaissance, la pression fiscale en RDC est en dessous de 10%. On est autour de 7-8% pression fiscale, passé de parce qu'il y a 80% de la population qui ne paie pas d'impôts. On est passé de 9 et dans les budgets, c'est prévu 13. Mais c'est vrai qu'il faut à la fin de l'année faire les calculs, voir comment ça se comporte. Mais effectivement, ce sont les ressources internes essentiellement. Combien on gagnerait si on prélevait comme les autres? Bon, là, c'est des projections que vous demandez qu'on fasse. Déjà, vous savez, même le PIB lui-même, nous ne le maîtrisons pas suffisamment. 60 milliards de PIB. Et si on a une pression de 25%, donc on aurait 15 milliards. La pression fiscale sur les entreprises répertoriées est là de 30% et certaines entreprises, certains secteurs sont à 40% de pression fiscale. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Sur une moyenne africaine de 25%. Ce qu'il faut éviter, c'est que la pression fiscale continue à peser sur une poignée d'entreprises. Voilà. C'est pour cela que nous insistons sur l'élargissement de l'assiette, de manière à ce que la pression soit répartie sur l'ensemble de la population. Ne l'oubliez pas, la Constitution dit que chaque citoyen doit contribuer aux charges publiques. Donc, il faut aller dans le sens de l'élargissement et ne pas faire peser la pression sur une poignée d'entreprises. Qui souffrent aujourd'hui. Et on va en parler tout à l'heure avec PME, avec ONEC aussi. Oui, absolument. Et alors, mobiliser plus sans brimer plus, aujourd'hui on peut dire que c'est faisable ou pas?
c'est faisable si on est mieux organisé, parce que je crois que si on pouvait seulement se baser sur ce qui peut être défendu sur le plan théorique en disant on veut optimiser, on va travailler sur le 20% des contribuables de notre répertoire, essayer de les identifier correctement, essayer de les suivre, certainement qu'on aurait déjà un accroissement assez important des revenus fiscaux. Parce qu'aujourd'hui, probablement, ce qui paye, c'est une infime minorité, les miniers, les sociétés de télécoms, et on comprend tous les incidents qu'on a avec les sociétés minières et les sociétés de télécoms. Alors qu'à côté, il y a les 35 000 autres qui se promènent et qui ne payent rien et qui sont mis même dans l'informel. Et justement, c'est ce qu'on dit. Parce que quand on regarde bien, une grosse partie de l'économie est dans l'informel, une grosse partie de l'économie est dans les petites transactions commerciales, les petites transactions, je dirais même pas commerciales, mais commerçantes. Ouais. Mais qui sont les fournisseurs de ces transactions commerçantes? Ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, quelques grandes entreprises profitent aussi de cet informel qui est florissant quand on regarde. Donc, il est nécessaire d'avoir une politique fiscale attractive. Ouais. Qu'il y ait quelque part un moratoire sur les PME pour voir à quoi on pourrait, quand je dis PME, je commence vraiment micro, petites et moyennes entreprises, pour voir combien on pourrait en répertorier. Et comment faire en sorte que ces unités de production puissent participer au travers des différents organismes patronaux. On parle de la FEC, on parle de la Copemeco, on parle de la FENAPEC. Donc, si chaque entreprise, chaque micro-entreprise pouvait être enregistrée sans crainte de répression, de retour de manivelle, parce que j'ai été me faire déclarer du jour au lendemain, j'ai 4 agents devant ma porte. Si cela pouvait être maîtrisé, je pense que nous parlons de la pression fiscale, elle pourrait maintenant être plus élargie parce que l'assiette serait plus grande. Mais comment maîtriser ça? Parce que je vous ai tout à l'heure expliqué en off le cas de Top Congo qui existe depuis très longtemps, qui a ouvert ce bureau ici depuis 8 mois et qui, depuis la campagne, ne voit que des agents venir ponctionner une société qui contribue déjà. Comment alors mettre un terme à ces tracasseries pour ces informels devenus formels? Moi, je crois que la fiscalité ne doit pas être, c'est peut-être un vœu pieux, elle ne doit pas être brutale, mais doit accompagner. Parce qu'il faut aider les entreprises à se consolider. Une entreprise qui se consolide, qui réalise de meilleurs chiffres, grâce aussi bien sûr à la participation de l'EPEC qui va mieux vérifier les comptes, l'État pourrait fonctionner plus. Mais dès qu'une entreprise ouvre ses portes, on est déjà derrière elle, c'est un mauvais signe. Ça va créer le découragement. C'est nécessaire d'être derrière elle, mais pour l'accompagner. On dit, comme dans certains pays, la fiscalité, elle est progressive. La première année, les 2 premières années de votre activité, vous payez X%, la 3e et la 4e X%. À partir de la 5e, vous payez X%. Parce que ce qu'il faut permettre, c'est justement à l'entreprise d'exister, de pouvoir commencer à générer de la richesse. Ou sinon, qu'est-ce que vous percevez? C'est justement des taxes de la pauvreté. Vous avez tout à fait raison, parce que quand on voit certaines études sur la mortalité des PME, on se rend compte qu'au bout de la 4e année, quasiment la moitié disparaît. Et si en plus, retourner à l'informel. Si en plus il y a une pression, à ce moment-là, on a en fait peu de PME qui traversent ce cycle, et donc on n'aura jamais suffisamment de PME qui vont devenir des grandes entreprises. En fait, il n'y aura pas juste une petite contribution, il n'y aura pas, à mon sens, d'amélioration des performances fiscales tant qu'on n'aura pas le courage de réformer ce système-là. Donc qu'on arrive à une fiscalité qui soit plus équitable et qui pèse moins sur les contribuables, entreprises ou particuliers. L'informel a un coût. Être dans l'informel, c'est pas gratuit. Les entreprises ou les particuliers qui décident pour les bonnes raisons, parce qu'on peut aller aussi dans l'informel pour les mauvaises raisons, qui sont celles d'évasion fiscale ou d'autres raisons pour échapper à l'impôt.
Mais la plupart de ceux qui nous préoccupent ce soir sont ceux qui vont dans l'informel parce que se formaliser coûte trop cher ou est trop complexe. Nous devons aujourd'hui faire une étude, une approche pour savoir où se situe ce coût de l'informel et aligner la fiscalité à peu près à ce coût-là. Vous seriez surpris que le sens pragmatique, on parlait de culture fiscale tout à l'heure, je ne pense même pas qu'il s'agisse vraiment de la culture fiscale. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la douane, par exemple, où très peu de gens payent tous leurs droits de douane correctement parce qu'ils sont très élevés, calculés de manière parfois très complexe. Que vous fassiez ce qu'a évoqué M. Samouna tout à l'heure, un forfait pour les droits d'entrée, nous disons par exemple 5 000 $ flat pour les conteneurs de 20 pieds, 10 000 flat pour les conteneurs de 40 pieds. Je prends un exemple pas l'absurde. Mais vous seriez étonné que 100% des importateurs vont préférer aller payer le forfait que de tenter de frauder ou de faire des manipulations auxquelles ils se livrent aujourd'hui pour échapper à des droits de douane qu'ils estiment probablement trop élevés. C'est pas déjà ce qui se passe d'ailleurs avec les livraisons à domicile des biens par les agences de fret à l'étranger? Oui, par exemple. ça existe déjà pour ce genre de choses, pour les produits frais ou les livraisons d'urgence. Mais on devrait pouvoir trouver une approche qui se rapproche de cette pratique, pour l'impôt. Et vous seriez surpris de savoir que telle PME va préférer aller payer son 500 $ flat plutôt que de ne rien payer et être l'objet de chantage par les différents agents qui viennent, sachant leur situation de fragilité, viennent leur tordre le bras une fois de temps en temps ou avoir une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Et là, très vite, la culture de l'impôt va, à mon sens, faire un bond et nous pourrons, à ce moment-là, en profiter en tant qu'État pour améliorer l'identification. Parce que les gens vont venir de manière volontaire pour une pratique fiscale qui sera simplifiée et ça permettra une certaine harmonisation de l'administration et qui peut avoir des programmes plus ambitieux à moyen terme. Moi, si vous permettez... Oui, Félix Samouna, directement après, ce sera... il a beaucoup de questions. Généralement, parce que tout ce que tu viens de décrire, Michel, là, c'est ce que moi j'appellerais le climat des affaires. Absolument. Le climat des affaires, quand on en parle, on a l'impression que le climat des affaires n'existe que pour les grandes entreprises ou les entreprises étrangères. C'est tel quand ils frappent à la porte, ils réclament le climat des affaires. Mais nous aussi, PME congolaises, on a besoin d'un climat des affaires plus apaisé. Peut-être que certains le disent, peut-être que les Congolais ne vont pas non plus au renseignement, à l'information aussi. Non, ne pas aller à l'information, c'est une chose, effectivement, mais parce qu'en plus, quand on va aux informations, on vous donne des informations fausses. On vous donne des informations qui ne sont pas correctes parce qu'on voudrait vous rattraper quelque part. Donc il faudrait que cette information soit disponible au mieux dans tous les secteurs. Ça, c'est de 1. De 2, je reviens sur ma théorie du climat des affaires. Si nous arrivons à avoir un climat, je dirais, fiscal apaisé, nous entendons bien tous les efforts que fait le ministre des Finances ou entend faire pour les prochaines législatures, parce que c'est vrai que tout ne se fait pas en un jour. Mais s'il y avait une meilleure entente, une meilleure collaboration, parce que on a l'impression, quand l'agent du fisc débarque chez vous, c'est juste pour vous brimer, pour reprendre le texte qui vient, mais ils ne viennent pas pour enseigner, corriger. Pourquoi faut-il qu'au bout d'un contrôle fiscal, il y ait chaque fois une pénalité? Et ces pénalités sont énormes, parfois 100%. Je peux comprendre que si la première déclaration, la deuxième déclaration, vous continuez à avoir un comportement borderline, il faut qu'il y ait ce que moi j'appellerais des pénalités progressives selon qu'on est un récidiviste notoire ou pas. Tout cela doit faciliter. Il faut qu'on n'ait pas peur, bien sûr, comme disait M. Cheribangouna, personne n'aime bien avoir le fisc, un contrôle fiscal, mais je pense que si on essaye, pour le moment, vu qu'on a quand même un gros déficit en termes au niveau de l'assiette fiscale, si on essaie d'être une approche beaucoup plus constructive, je pense qu'on aurait plus de succès. Monsieur Lévin Cheribangouna. Oui, je crois qu'on a affirmé plusieurs choses.
mais il faut encore une fois les nuancer. Monsieur Michel a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans une sorte de forfait au niveau de la douane? C'est bien de nous le dire, mais le lendemain, on va crier à l'iniquité. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que quelqu'un qui importe une Mercedes pourrait payer un forfait de la même manière que quelqu'un qui importe une Lifan? Ça ne peut pas se faire. Quelqu'un qui importe du sucre, doit-il payer de la même manière que quelqu'un qui importe du sel parce qu'on veut des forfaits? Non, ça entraînerait de l'iniquité. Le problème est ailleurs. Le système universel en matière douanière, c'est qu'on taxe sur base de la valeur en douane. Et je pense que ce que je voulais dire par là, c'était une simplification. Vous permettez. C'était la symbolique d'une simplification. Il faut qu'on soit prudent. Les problèmes seraient plutôt ailleurs. Et le ministre travaille pour trouver des solutions contre la fraude fiscale, par exemple, la fraude douanière. Le ministre a mis en place un système qu'on appelle FinAlert, qui permet aux citoyens, aux contribuables, de dénoncer les abus de l'administration. Ce système fonctionne. Et il permet au ministre de suivre et, avec les régies, d'apporter des corrections. Alors, à côté de ça, on a parlé des tracasseries administratives. En tout cas, moi, je l'ai utilisé, je confirme. Voilà, donc ça existe, il y a des réformes qui sont en cours, qui vont aussi dans le sens de l'amélioration du climat des affaires. Les tracasseries administratives, on en parle, c'est vrai, mais n'oubliez pas que les interventions des fonctionnaires de l'administration sont régies par la loi, par des textes. Les fonctionnaires de l'administration n'interviennent pas n'importe comment dans les entreprises. Un vérificateur, un inspecteur ne se lève pas le matin pour aller tracasser. Il est régi par des textes. Et s'il ne respecte pas le texte, vous avez le moyen de dénoncer parce qu'on a mis un outil en place qui est FinAlert. C'est important. Donc, je crois qu'il faut faire la part des choses. Là, vous avez parlé d'un moratoire pour les PME. Bon, je ne sais pas très bien ce que vous voulez dire parce que la plupart déjà ne sont pas identifiés. Alors, quel moratoire on va donner à des gens qui ne sont pas identifiés? Je ne sais pas. Vous pourrez peut-être préciser votre objectif parce qu'ils sont déjà, dans le moratoire. Ouais, mais attendez, quand tu parles de 3 millions de PME, si on peut identifier 3 millions de PME même à 100 ou 200 ou 300 $, c'est directement... Vous savez, Christian, l'informel, ce n'est pas seulement la problématique du fisc. Ce n'est pas seulement le problème de la relation avec l'administration fiscale. Parce que l'administration fiscale, en définitive, n'est qu'au bout de la chaîne. L'informel, c'est d'abord l'identification auprès du ministère de l'économie, auprès du ministère de la justice, qui gère l'identification des entreprises. Il faut commencer par là. Mais dès le départ, une petite entreprise qui se fait identifier, mais quel est son impôt? C'est des impôts très faibles, qui sont prévus par la loi. C'est quand même des impôts très faibles, je l'ai rappelé. Oui. Et l'administration fiscale, est-ce qu'elle n'encadre pas le contribuable? En tout cas, ceux qui se font connaître l'administration fiscale sont suivis par ce qu'on appelle des gestionnaires. Et les contribuables informés qui le fait, il reçoit l'encadrement de gestionnaires des comptes. Parce que si vous prenez dans la plupart des services réformés, il y a quand même des gestionnaires qui ont chacun un répertoire d'entreprises à suivre et qui a l'obligation de les encadrer, de leur apporter l'information nécessaire et de les assister pour l'accomplissement de ces obligations fiscales. Souvent, c'est ceux qui ne sont pas dans les normes qui crient encore aux tracasseries. Parce que lorsqu'il s'est fait découvrir, ça va de soi que ça pose problème. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui doivent concourir à ce que vous appelez formalisation de l'informel. Ce n'est pas seulement le problème fiscal. Et évidemment, je crois que les entreprises sont dans l'informel pour plusieurs raisons. Ce n'est pas toujours les fiscs. Mais lorsqu'on voit les avis à tiers détenteurs qui atterrissent dans les banques, parfois pour des raisons qui ne sont pas tout à fait justifiées, alors vous allez bien vous rendre compte que pour certaines entreprises, au lieu de laisser l'argent dans un compte bancaire, ils préfèrent prendre le risque de les garder à la maison, ainsi de suite. Le système judiciaire aussi contribue à ce genre de comportements. Et ça a été évoqué lors de la réforme du système bancaire en 2003-2004. Pourquoi les agents économiques n'amenaient pas l'argent dans le système bancaire? C'est une des raisons que nous avons évoquées à l'époque du Corebac. Et ça existe toujours. Hein. Donc, il faut veiller à ce que les intérêts légitimes des agents économiques soient respectés. Parce que lorsque ces intérêts légitimes ne sont pas respectés, ces gens vont prendre des stratégies
pour essayer de sortir du cadre formel. Et c'est dommage que les gens sortent du cadre formel alors que nous attendons que ceux qui sont dans l'informel viennent dans le cadre formel. Alors, on va essayer de faire un point à mi-course, à mi-parcours sur le point A et sur le point B. Le point A qui était mobiliser plus sans brimer plus, apparemment c'est compliqué, mais on pourrait gagner environ 4-5 milliards de dollars, vous l'avez dit, plus 40%. Élargir l'assiette fiscale, on pourrait, ou si vous semblez ne pas être très d'accord, ou dire qu'il y a déjà des efforts de fait pour que les petites PME ou ceux qui sont dans l'informel passent dans le formel. Aux petits chiffres rapides que j'ai fait après ce que M. Félix Amouna a dit, on pourrait gagner 1 milliard de dollars. On est déjà à 5 milliards de dollars supplémentaires si des efforts sont faits sans réellement bouger beaucoup de choses, M. Chiribagoula, M. Zaïlou. Oui, je crois que... Je vais vous compléter. Oui, allez-y. Allez-y. Allez-y, il a dit il va vous compléter. Tout à fait, vous avez raison qu'il y a de l'argent en plus qui peut être dégagé par des réformes qui ne sont pas nécessairement très complexes. Mais je crois que ce que je disais tout à l'heure, si on tenait compte des intérêts légitimes des parties prenantes, on arrivera à une meilleure communication et certainement à des meilleures dispositions pour contribuer aux dépenses publiques. Parce qu'en réalité, aussi chez nous, beaucoup de compatriotes considèrent que le pays est riche. Et donc, ils n'ont même pas besoin de contribuer, c'est plutôt les infrastructures qu'on doit mettre en place avec des ressources qui viendraient d'où? Pas de leurs impôts. Alors là, en fait, on développe un peu les comportements du passager clandestin qui considère que c'est déjà payé par les autres. Donc moi, j'ai fait le voyage sans payer. Et il faut qu'on sorte de ça. Oui, mais je suis d'accord avec cette approche-là, mais il faut également veiller à la qualité de la dépense et de l'investissement public. Parce qu'une grande partie du réflexe du passager clandestin, comme vous le qualifiez, ne provient pas du fait qu'il veuille profiter d'un transport gratuit, mais provient aussi souvent du fait qu'il estime que l'impôt qu'il paye ou les fonds qu'il met à la disposition de l'État, il ne les retrouve pas en infrastructure, en facilitation de la vie, en système de santé, en meilleur système de santé, en meilleur système judiciaire. Il a l'impression de se faire prendre plusieurs fois. Oui, mais parce qu'à ce stade, il n'y a peut-être pas encore assez d'argent pour tout ça. Exactement, parce qu'on en parlait tout à l'heure quand M. Chiribagoula a donné les chiffres qu'il a annoncé 16 milliards de dollars de collectés entre les recettes intérieures et extérieures. C'est une performance par rapport à d'où nous venons. Mais prenons maintenant la population congolaise. Nous avons combien? 100 millions d'habitants estimés. 16 milliards de dollars sur 100 millions d'habitants, ça fait 160 dollars par habitant par an, qui est la capacité de l'État à investir sur sa population. 160 dollars, c'est ridicule. On ne peut pas faire une route avec 160 dollars par habitant, on ne peut pas faire un hôpital avec 160 dollars par habitant, on ne peut rien faire pratiquement. Donc il y a une espèce de priorisation de chemin critique que l'État doit absolument identifier pour être certain que le dollar qu'il est capable de récolter par l'impôt ou par d'autres revenus publics soit investi de manière telle que l'effet de levier sur le retour de ce dollar public, que ce soit matériellement, c'est-à-dire en revenus monétaires, ou même en revenus ressentis par les populations, soit important. Et on parlait tout à l'heure du programme des candidats. Je n'ai pas beaucoup entendu de candidats qui parlaient. On va y revenir. Ça va être à la conclusion. Ça va être à la conclusion. L'investissement public ne doit pas être un dogme. Il doit être le fruit d'une recherche opérationnelle très précise et qui permet d'arriver au point critique Félix Amouna. Parce que tout à l'heure, en introduction, quand M. Chiribagoula donnait un petit peu les rubriques sur la dépense publique, il parlait de 25% pour tout ce qui est personnel et 40% pour l'investissement. Mais cet argent, 40%, si je prends sur les 16 milliards ou si je prends sur les 12 milliards de recettes internes, vont où? Parce qu'on ne retrouve pas ces 40% dans l'économie interne. Parce que s'il y avait un si gros investissement de l'État, les premiers bénéficiaires devraient être les entreprises locales.
Or, quelque part, on n'a pas l'impression que ça aboutit à cela, parce que ça aura un effet de levier, comme dit M. Le Sembe, extraordinaire, parce que cette richesse, maintenant, elle serait recyclée en interne, et alors on pourrait commencer à parler de meilleures recettes fiscales, etc. Parce que l'État doit être le plus grand pourvoyeur de marché en interne. Alors, ça doit être le catalyseur, certainement, de l'activité. Revenons aux taxes. Le taxe, on a parlé de brimer plus, de mobiliser plus en brimant plus. On a parlé d'élargir l'assiette fiscale. En brimant. Bon, c'était à l'origine, c'était pour avoir plus, il faut brimer plus. Non, mais normalement, si vous brimez moins, la peur du gendarme fait que les gens se rangent. Logiquement. Traçabilité. Et vraiment, j'encourage cette réforme. La logique. Alors, la deuxième, c'était élargir l'assiette fiscale. Oui, je faisais. Mais il faudrait qu'on chute aussi beaucoup sur la troisième, parce que c'est la troisième qui nous intéresse le plus. C'est si on n'arrive pas en local à ponctionner ou à prendre plus en termes de pression fiscale. Si on n'arrive pas à élargir l'assiette, pourquoi ne pas doper ou faire en sorte que, je disais tout à l'heure en termes de dopants, de freins fiscaux, de dopants fiscaux à l'investissement, de créer des PME, de créer des structures qui seront bien installées, qui prendront des travaux d'État ou qui seront mieux connus, mieux suivis pour permettre à l'État de générer plus d'impôts. Monsieur Leva Chiribagoula, oui, vous voulez d'abord revenir sur ce qui a été dit. Je voudrais quand même revenir sur la qualité de la dépense publique, parce qu'on a évoqué cette question. Je crois que depuis 2-3 ans, des efforts sont faits pour améliorer la qualité de la dépense publique. La reddition des comptes l'indique quand même. Je n'ai pas pris les chiffres avec moi malheureusement. La reddition des comptes l'indique pour ce qui est des équipements, pour ce qui est des infrastructures. Des efforts sont faits. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que parallèlement à cette volonté d'améliorer la qualité de la dépense publique, il y a des contraintes. Des contraintes liées notamment à la situation sécuritaire du pays. Mais vous allez dire aux citoyens congolais que on a préféré faire 1 kilomètre de route dans tel lieu du pays, alors que l'armée qui est au front n'a pas d'équipement militaire. C'est aussi là la question de la priorisation des besoins. On est dans une situation sécuritaire qui fait que l'État est obligé de faire des dépenses dans des secteurs qui n'étaient pas prévus au départ. Il y a les élections qui font également une pression sur la dépense. Donc, on ne peut pas dire que l'État ne priorise pas ses dépenses. L'État le fait, mais il faut tenir compte de l'environnement dans lequel il le fait. Alors, juste, si je peux vous interrompre sur ce point, excusez-moi. L'investissement de l'État, aussi bien sur le plan militaire et sur le plan des élections, je suis d'accord avec vous. Sur le plan militaire, il faut... Et je pense que l'effort qu'on voit aujourd'hui porter des fruits vient aussi de là. Mais quand je regarde, par exemple, les petits investissements, les tenues des militaires viennent d'où ? Pourquoi ne pas favoriser en interne ? Parce que je pense que nos militaires portent des chaussettes, portent des sous-vêtements, portent des chemises, portent des uniformes. Pourquoi ne pas, à terme, je veux bien dire, parce qu'il y a une réaction qui a été prise positive pour emmener à cela, mais pourquoi ne pas penser à améliorer cet investissement pour que, bien sûr, une partie, parce qu'il y a un besoin, parte à l'étranger, mais pourquoi ne pas réveiller nos petites industries qui existaient, qui peuvent aussi fournir à l'État, fournir à nos militaires ces éléments-là. Oui. Quand on regarde la CENI, nous parlons des élections, j'entends parler de 800 millions, 1 milliard de dollars, mais combien de ces montants-là sont réinvestis dans des petites choses? Est-ce que c'est 10%, c'est 5%, c'est 20%? Nous comprenons bien que nous avons une année particulière avec la guerre et avec l'élection, mais tout ce que nous demandons, nous, PME congolais, c'est quelle est la part que nous pouvons percevoir de ces marchés-là, de ces fonds-là. Alors justement, on arrive à cette question. Non, mais je crois que je vais répondre à votre question.
est-ce que ce n'est pas non plus la faute des PME congolaises? Et tout à l'heure, j'ai parlé de doper l'investissement. Est-ce que, on a parlé des élections, il existe une production congolaise dont la CENI aurait pu vouloir bénéficier dans l'organisation de ces élections? Est-ce qu'il y a, aujourd'hui on parle de location de matériel volant, est-ce qu'il y a des sociétés qui l'ont? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des sociétés qui fabriquent les BEV ou les DEV? La réponse est non. Alors, et c'est le point C, est-ce que l'État, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux pour avoir plus de taxes, de mettre en place ou d'aider, et là j'appelle l'ACB ou le banquier, d'aider à la production congolaise? Mais je prends l'exemple des élections. Nous savons que nous avons des élections tous les 5 ans. Okay? Nous savons quels sont nos besoins. Quelle est la politique, justement, de notre État pour que on ne commence pas à réfléchir à ça 6 mois avant? C'est dans les 5 années, comment va-t-on faire pour que dans telle filière, c'est mobiliser les filières. C'est ça que l'État devrait faire. Dire dans telle filière, nous allons investir en 5 ans autant pour que on puisse produire au niveau de la 5e année ce dont on a besoin pour ça. Et bien sûr, les banques peuvent suivre, mais il faut qu'on ait une volonté de l'État d'appuyer. Nous parlons des élections, mais je crois que c'est comme ça dans tout. Secteur par secteur, quelle est la politique de l'État de soutien aux entreprises congolaises? D'accord. Mais avant de parler de l'État, je vais me faire l'avocat de l'État. OK. Et là, je parle à la Fédération des entreprises du Congo, et là, je parle aux banques congolaises. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau, ou est-ce que c'est possible de faire à votre niveau pour que des Congolais soient à même de répondre à tous ces appels d'offres? Parce que l'État, oui, c'est un fait, l'État, il organise les conditions. Mais est-ce que, en interne, la FEC ne s'est pas posé la même question de savoir, dans 5 ans, là où peut-être des Coréens, des Indiens ou des je ne sais pas qui se posent la même question. Dans 5 ans, on va avoir un gros scrutin. Comment est-ce qu'on pourrait nous tirer cette épingle du jeu? Et donc, doper l'investissement, parce que là, à ce niveau-là, l'État, il devrait intervenir dans quoi? La question qu'on pose à l'État, c'est bon, ok, nous, on est capable de faire ça, tu nous aides en quoi? Préparer le cadre. L'État doit préparer le cadre. C'est le cas avec les étrangers. Oui, mais... Les étrangers qui arrivent et qui investissent, les étrangers qui arrivent et qui prospèrent, on leur a préparé le cadre ou ils se sont aidés à réussir au Congo? Oui, mais nous prenons l'exemple aujourd'hui. Il y a un problème de compétitivité de nos PME, exact. Il y a un problème de remise à niveau de nos PME, exact. Mais il y a un problème aussi d'accompagnement et de cadrage. Je prends un exemple. Aujourd'hui, dans d'autres pays où on voit comment les choses avancent, il y a une loi sur le local content. Comment favoriser la production locale? Au Congo, cette loi n'existe pas encore. On a créé la loi sur la sous-traitance, mais il faut maintenant que cette loi sur la sous-traitance soit appuyée avec une loi sur le local content. Quel est le cadre dont l'entrepreneur congolais va profiter, cadre mis en place par l'État pour l'aider à améliorer? C'est-à-dire que je peux avoir envie d'investir dans tel secteur, mais quelles sont les facilités que me donne mon gouvernement pour y aller? Alors on est là, en émission, on parle fiscalité. Quel est le cadre fiscal? Le responsable, le conseiller fiscal du ministre des Finances est là. Alors maintenant, j'appelle l'expert comptable, j'appelle le président honoraire de l'ACB, j'appelle le président de la commission PME. On a challengé beaucoup le conseiller financier, le conseiller fiscal du ministre des Finances. Mais maintenant, moi, je vous appelle vous, parce que le but, c'était pas les autres chargent un. Moi, je vous charge vous et je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faudrait, Monsieur Nzaïlou? Oui, je vais vous laisser. Non. Monsieur Nzaïlou. Oui, mais je vais vous laisser. Monsieur Nzaïlou, quand nous avons préparé cette émission, vous avez salué ce qui se fait ailleurs. Qu'est-ce que vous voudriez? Je vous laisse, pendant qu'il répond, me préparer votre réponse. Qu'est-ce que vous êtes
prêt, vous, à proposer pour que ce cadre, parce que souvent le cadre est mis en place par les spécialistes et ils sont malheureusement pas tous autant au fait que vous à l'État. Donc, qu'est-ce que vous serez prêt à ou qu'est-ce que vous appelez, vous, de vos voeux pour que facilité de création de PME il y ait? Monsieur Liévin Chiribagoula. Oui, je crois que l'État, le gouvernement actuellement déploie beaucoup d'efforts et il faut qu'on le reconnaisse. La création des entreprises par les jeunes, il y a toute une loi qui a été mise en place, la loi sur l'entrepreneuriat des jeunes, et qui est assortie d'incitants fiscaux. Bon, ne pas le reconnaître serait quand même abusif. Et il y a toute une panoplie de mesures fiscales qui se retrouvent dans des textes séparés pour encourager l'investissement. Il y a les codes d'investissement, il y a la législation sur les zones économiques spéciales. Tout cela mis ensemble devrait permettre d'inciter à l'investissement. Mais le problème de départ, c'est quoi? Mais on investit quoi? Il faut avoir un capital de départ pour investir. C'est ce que j'ai dit dès le départ, ce n'est pas une simple question de fiscalité, la fiscalité au bout. Au départ, pour investir, il faut un capital. Oui, capital financier, un capital humain, un capital matériel. Et là aussi, je crois qu'à travers la loi sur l'entrepreneuriat des jeunes, il y a même un fonds qui a été créé pour essayer de booster la création des entreprises par les jeunes. Parce que c'est de cette manière que l'on pourra créer des richesses et créer des emplois. Il faut créer des entreprises. Alors, pour les grandes entreprises, il y a des mécanismes. Pour les jeunes également, il y a des mécanismes qui viennent d'être mis en place. Mais ils sont encore à leur début, ils ne produisent pas encore de fruits. Il faut pouvoir les booster. C'est important. Je crois qu'il faut reconnaître cela et se dire que le gouvernement essaye d'aller de l'avant. C'est important. Merci, M. Chiribagoula. Maintenant, je vous écoute. Tout à fait. Monsieur Mais Zaïlo. je crois qu'il reste vrai que dans la plupart des cas, il y a une marge entre les politiques, les réformes et la pratique qui est vécue sur le terrain. Parce que, évidemment, entre l'impulsion qui est donnée en haut et la réalité au quotidien, il y a une marge très importante qui n'incite pas les gens qui voudraient entrer dans les affaires à prendre des risques. Et nous, au niveau de l'Ordre national des experts comptables, nous sommes proposés au courant des prochains mois à produire un livre blanc, tel que ça s'est fait ailleurs, pour que, de notre point de vue, on fasse des propositions tout à fait neutres, mais que nous considérons comme appropriées dans certaines circonstances, pour assister les gouvernements à avoir l'autre point de vue qui n'est peut-être pas suffisamment pris en compte. Parce que nous avons l'avantage de travailler pour les agents économiques des différents secteurs et d'identifier leurs problèmes, leurs intérêts légitimes. Et nous allons essayer de pousser ces intérêts légitimes dans les livres blancs, toujours avec l'idée qu'on pourrait contribuer ainsi à davantage de transparence pour que les décisions qui sont prises ou les réformes qui sont prises soient prises sur la réalité et non sur des hypothèses, des préjugés, des comportements des uns et des autres. Vous proposez donc à l'ordre national écrire un livre blanc qui sortira au premier semestre avec nos propositions pour que les prochains gouvernements puissent avoir le point de vue des experts comptables. Ça sera la première fois. Merci pour ça, Monsieur Michel Osembe. On a évoqué tout à l'heure les années difficiles que le pays a eu à traverser et en dépit de la très petite taille des finances publiques comparativement à des pays similaires, le pays ne s'est pas effondré. Le pays est là, sa population est là, avec toutes les difficultés qu'elle traverse, mais elle est là. Elle a tenu grâce à cette économie informelle pour sa grande partie, certainement informelle par le nombre de personnes qui y évoluent. Autrement dit, le sens entrepreneurial du Congolais ou de la population est extrêmement développé. Tout à fait. N'importe qui aujourd'hui, parce qu'on regarde le nombre d'emplois formels qui peut exister dans ce pays, on parlait de 200 000 contribuables, mais je pense que le nombre d'emplois formels
se compte aussi en dessous du million sur les 100 millions d'habitants. Ça veut dire qu'a priori, les 99 autres millions qui font l'article 15 pour survivre entreprennent pour générer des revenus. Aujourd'hui, cette capacité entrepreneuriale qu'a ces populations se perd parce qu'elle n'a pas d'effet, Effet multiplicateur. Tout à fait. Chacun reste dans son effort entrepreneurial, isolé ou dans un petit cercle, et ne réussit pas à se regrouper pour accumuler du capital, pour améliorer les connaissances, pour apprendre des techniques de gestion qui leur permettraient de se développer plus vite et mieux. Donc forcément, on parlait tout à l'heure Christian, vous parliez de l'arrivée des étrangers au Congo. C'est pas parce qu'ils sont étrangers, c'est parce qu'ils arrivent avec la connaissance managériale, du capital, et malgré le mauvais climat des affaires, vu les opportunités que présente l'économie, réussissent à se développer parce qu'ils ont ça. Je pensais que vous allez dire la meilleure connaissance du Congo, ce qui n'est pas faux. Je ne suis pas certain qu'ils connaissent mieux le Congo. Ils vont éventuellement connaître bien le secteur dans lequel ils vont s'investir et ils vont aller jusqu'au bout, que ce soit l'immobilier, la santé, l'aviation, peu importe. Et ils sont dans des communautés qui les appuient. Alors aujourd'hui, on ne va pas dédouaner complètement le gouvernement de sa responsabilité de rendre cette capacité de démultiplier l'esprit entrepreneurial que la population a de manière naturelle, ou par la survie, ou forcée, parce que pour des raisons de survie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut que nous puissions analyser. Quand on revient au niveau des banques, par exemple, pour revenir sur un secteur où je sais de quoi je parle, le nombre, les milliers de cas de demande de financement qui arrivent dans toutes les banques, et que les banques ne sont pas capables d'assumer parce que le risque est trop élevé ou que la présentation du projet est mal ficelée, ne dénote pas du manque de capacité entrepreneuriale de celui qui le présente, mais du manque de connaissances et du manque de pratique. Et c'est le côté encadrement et formation sur lequel le gouvernement doit intervenir mieux. Et c'est le côté garantie sur le gouvernement doit intervenir mieux. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de banque publique en RDC. Il n'y a aucune banque publique. Toutes les banques sont privées. L'État a encore, je pense, un peu de participation dans une des grandes banques de la place, mais toutes les autres banques sont privées. Et les propriétaires de ces banques-là n'ont aucune obligation à prendre des risques au-delà qui pourraient mettre en danger l'épargne qui leur est confiée. Cette responsabilité de prise de risque pour permettre justement de surmonter les incapacités que le petit entrepreneur congolais a aujourd'hui, doit dénoter de la responsabilité publique. Et je pense que c'est par là qu'il faut que nous ayons la réflexion. Du côté réglementaire, on voit des efforts. On parlait tout à l'heure de la loi sur la sous-traitance, la RSP, etc., qui sont en règle. Mais du côté financier, du côté encadrement, du côté formation, il y a encore énormément de progrès à faire. Parce qu'il faut que cette population réussisse à faire grandir l'économie. Pour en revenir à la fiscalité, à la capacité d'augmenter les recettes fiscales, il n'y a pas que l'aspect coercitif. Il y a l'aspect de la taille de l'économie. Même si aujourd'hui on prend le même pourcentage de ceux qui réussissent à développer des affaires, mais si l'économie décuple de taille, par une voie de conséquence, même si on n'a pas une meilleure assiette fiscale, on va avoir 10 fois plus de revenus fiscaux qui permettront à l'État d'assumer ses responsabilités qui elles-mêmes doivent catalyser cette croissance, que sont l'investissement dans l'éducation, l'infrastructure, la construction des infrastructures de base, l'investissement dans l'agriculture. L'agriculture est un exemple parfait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien en agriculture. Oui, mais le retour sur investissement est très faible et il prend beaucoup plus de temps. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce que la nature a regagné ses droits dans la plupart des terrains arables qui ont été, à un moment donné, développés dans ce pays, et il n'y a plus de culture. Je prends un exemple personnel. Ma famille avait des activités agricoles dans la province orientale, enfin dans la Tchopo aujourd'hui, l'ancienne province orientale. Et depuis les événements des années 90, où il y a eu tous ces troubles, ces guerres civiles et autres, tous les ouvriers agricoles ont quitté les champs, sont venus se réfugier dans les villes.
Et aujourd'hui, 20 ou 25 ans après, nous disons, bon, nous retournons dans les champs, mais nous ne trouvons personne qui est capable simplement d'étayer un caféier. Et tout ça s'est perdu en cours de route. Mais l'agriculture est complètement à l'abandon. La prise de risque pour relancer ces activités agricoles, elle appartient à qui? La banque ou l'investisseur privé? Pourquoi il prendrait un risque au-delà de ce qu'il pourrait faire ailleurs pour le même effort ou pour des risques moindres? Donc je crois qu'il y a quelque chose ici où on doit recentrer la réflexion publique sur comment on peut permettre à cette énergie énorme qui existe dans ce pays pour la permettre de s'exprimer et de faire grandir l'économie. Je pense que c'est par là que la réponse va venir. Mais malheureusement, je faisais aussi allusion au décalage entre la nécessité à court terme du fonctionnement de l'État sur une marge très étroite et cette nécessité de pouvoir faire des investissements sur le moyen terme et permettre à briser ce cercle, parce que nous sommes dans cette espèce de cercle vicieux de la pauvreté et de l'incapacité. Et on doit trouver les méthodes pour briser ce cercle-là et rentrer dans un cercle vertueux. Et moi, je crois, M. Le Sakweno, que quand on regarde, et je voudrais apaiser M. Chiribangona sur ce point-là, nous reconnaissons l'effort fait par l'État, et particulièrement par l'actuel gouvernement et l'impulsion du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Les textes sont là. Mais, parfois, il y a un gros retard dans les mesures d'application. Absolument. Parfois, il y a un gros retard entre l'intention et l'exécution. Nous prenons, par exemple, vous avez parlé, et M. Le Sembe l'a évoqué, des garanties. Nous avons le FOGEC, le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais. Un très bel outil. Un très bel outil. Voilà. Mais quel est le fonds dont bénéficie le FOGEC? Le FOGEC a, en gros, 5-6 millions de dollars. Parfois, ils n'ont même pas encore atteint 10 millions de dollars. Que voulez-vous qu'ils fassent avec ça? C'est ça le gros problème. On peut. Les institutions existent. On doit les renforcer. Comment renforcer le FOGEC? Parce que si le FOGEC est renforcé à disons environ 50-100 millions de dollars, le FOGEC pourra intervenir par des garanties muettes auprès des banques, ce qui ferait baisser le taux d'intérêt. Parce que l'entrepreneur congolais, quand il arrive pour prendre un crédit, la banque voit le risque. Vous avez vous-même parlé de la pièce d'identité. Il n'est même pas sûr que la personne qui est en face de moi, qui se dit Félix Amouna, est-ce qu'il est Félix Amouna? Il doit faire sa petite enquête de notoriété pour savoir est-ce que c'est bien lui? Est-ce que je peux lui prêter Donc on voit d'où part l'importance d'avoir une identité claire. Mais pour revenir à cela, c'est que si l'État concentre ses efforts sur les structures qui existent. Nous avons le FOGEC, nous avons l'RSP, nous avons la NADEC. La NADEC est importante dans ce qui concerne la formation, la mise à niveau dont on parlait pour pouvoir compétir à armes égales par rapport aux entrepreneurs étrangers, le niveau, le standard. Mais il faut que maintenant l'État, ayant mis ces structures, connaît les mesures d'application par rapport à toutes ces structures et aussi, par rapport à toutes ces lois et aussi l'accompagnement. Vous avez parlé des textes sur l'entrepreneuriat. Oui, c'est l'ordonnance loi 22-030 prise par le chef de l'État, dans lequel nous voyons par exemple que, et là le ministre Kazadi nous l'avait répété, qu'il y a maintenant possibilité pour que le FPI prête à 4% pour les entreprises dirigées par les femmes, à 6% pour les entreprises dirigées par les jeunes entrepreneurs. Mais comment accéder à cela? C'est là le problème. Les textes existent, les possibilités existent, mais quel est l'accompagnement que fait l'État pour que toute personne qui respecte les clauses, qui respecte les conditions, soumette son dossier et son dossier puisse être pris en charge et avoir une réponse claire dans les délais impartis sans qu'on lui demande encore d'autres formalités annexes, je vais le dire comme ça, pour pouvoir accéder à ces crédits-là. C'est là aussi la difficulté. L'État a mis les choses en place, mais maintenant, l'État doit veiller à l'exécution des textes qui sont là, qui existent.
Absolument. Monsieur Chiribagou, là, j'ai vu que vous vouliez réagir. Et avant qu'on chute et qu'on arrive à une conclusion, hein, parce qu'il va falloir. Non, mais je me réjouis qu'on reconnaisse que l'État fait des efforts. Absolument. L'État est en train de déployer des efforts. Le gouvernement actuel déploie beaucoup d'efforts et met les mécanismes en place. C'est important. Maintenant, vous dites les réformes sont lentes. Nous tous, on le reconnaît. C'est par rapport aussi aux moyens, à l'étendue de la tâche aussi, à l'étendue du pays. Maintenant, est-ce que l'État doit être seul dans ce combat? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que l'État doit être seul? Pas du tout. Pas du tout. Il faut que les autres partenaires, apportent leur concours pour la réalisation de tout ce que l'État met en place. Vous parlez de la formation. C'est important, mais je peux poser la question. Est-ce que la FEC a une école de formation? Oui. Les organismes qui œuvrent dans ces cadres-là, la FEC et les autres, doivent aussi contribuer, créer des écoles de formation pour aider l'État à avancer. L'État ne peut pas le faire lui-même. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons. D'où nous venons. De quoi le gouvernement actuel a hérité. C'est important. Il fait des efforts, mais il faut que tout le monde contribue pour qu'il y ait réussite. Tout le monde doit contribuer. Alors, on doit arriver à la conclusion. Aujourd'hui, on a un budget qui tourne entre 10 et 16 milliards, c'est ce qu'on dit. Si fiscalité est réformée, Monsieur Benjamin Zaïlou, vous êtes le premier à qui je vais poser la question. Est-ce que l'on peut s'attendre à une augmentation conséquente du budget? Si oui, dans quelle proportion selon vous? Je ne me risquerai pas d'être prévisionniste par rapport à l'évolution future du budget, mais ce qui est absolument important, on l'a abordé ici lors des échanges, il faut qu'on augmente notre capacité organisationnelle sur tous les plans. Parce que si on arrive à mieux s'organiser, il est possible, évidemment, d'élargir l'assiette fiscale et d'avoir des résultats qui puissent être significatifs, sans pouvoir en donner les montants. Mais je crois qu'on est dans la bonne direction pour progresser. Et on attend votre livre blanc. Oui, absolument. Monsieur Losembe? Moi, je pense que les revenus fiscaux de la RDC peuvent être certainement quintuplés sur la prochaine décennie. Quintuplés? Oui. Nous Pas partons 5. du principe, écoutez, vous connaissez la théorie de quand on est au fond de la piscine, un coup de pied vous fait remonter très vite, n'est-ce pas? C'est le point où nous sommes aujourd'hui. Notre économie est nulle part, enfin, je dis, elle est vraiment très faible, elle a toute la capacité de s'améliorer. Prenons une hypothèse d'un taux de croissance de 10% l'an du PIB. C'est tout à fait plausible. Nous venons de faire 6,8, nous allons terminer à peu près à 6,5 cette année-ci, estimé. L'année passée, on était à 8,5. Prenons 10%. 10% de croissance du PIB chaque année, donc nous partons de 100 000 du PNB, partons de 100 milliards qu'est le PNB estimé aujourd'hui, et nous l'amenons à 10% l'an pendant 10 ans, donc nous le doublons, nous arrivons à 200 milliards dans 10 ans. Entre-temps, nous prenons notre pression fiscale qui est aujourd'hui à 8%, parce qu'elle est mal organisée, donc elle est concentrée sur 200 000 contribuables. Nous faisons les réformes courageuses qu'il faut faire maintenant pour élargir l'assiette, simplifier le système, décomplexifier le système d'impôts, et que nous puissions passer à simplement arriver à la moyenne africaine de 25% de pression fiscale. Sur un PIB de 200 milliards dans 10 ans, à 25%, nous sommes donc à 50 milliards de revenus fiscaux sans avoir augmenté la pression sur les petites gens. Simplement en ayant permis à l'économie de croître. Donc, et ça, c'est un minimum, parce que 25% de pression fiscale, c'est simplement se mettre au niveau de l'Afrique subsaharienne. Est-ce que ça va donner le volant? Et si tant est que l'État, sur la prochaine décennie, soit capable d'utiliser cette manne pour l'investir dans des investissements publics qui vont avoir des effets de levier, des effets multiplicateurs, il se peut que cette économie, finalement, aille beaucoup plus vite
que les 10% l'an. Donc je suis assez optimiste. Je ne regarde pas cela comme étant un accroissement de la fiscalité oppressive sur les pauvres populations qui vont se faire presser davantage, mais comme étant le résultat d'une politique intelligente de la croissance de l'économie et l'accompagnement des opérateurs économiques qui vont permettre de l'exécuter. Félix Amouna. Moi, je suis très optimiste. Parce que si nous partons du constat 8 milliards en 2021 et 16 milliards en 2023, c'est qu'il y a de l'espoir. Mais comment s'est fait, entre guillemets, ce miracle? C'est qu'il y a une volonté. Tant qu'il y a une volonté claire et une volonté manifestée dans le sens de l'amélioration de l'environnement économique, je pense que nous pouvons encore aller espérer et ambitionner d'aller plus loin que les 16 milliards que nous avons aujourd'hui. Parce que quand nous regardons des pays voisins, comme l'Angola, ils ne sont pas à 16 milliards, ils sont à plus. Mais qu'est-ce qui nous manque? Je crois qu'il y a une volonté et une volonté constante. C'est-à-dire qu'on ne doit pas relâcher les efforts par rapport à ce qui a été fait. Mais il faut maintenant aussi structurer. Il faut structurer et il faut regarder là où il y a moyen d'améliorer les choses. Nous avons, le chef de l'État parle de la diversification de l'économie. Et ça, c'est une voie. Nous sommes une économie basée sur la rente minière, mais nous avons parlé d'agriculture. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace pour aller investir dans l'agriculture. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'agriculture a un effet multiplicateur parce qu'elle a une chaîne de valeur qui est importante. Et en partant de l'accroissement du développement de l'agriculture, nous résoudrons déjà un grand problème, c'est celui de l'importation et celui d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Donc je crois qu'avec beaucoup de volonté, mais aussi beaucoup d'audace, on peut arriver à améliorer les choses et de considérer que, quoi qu'il y ait, l'État reste le premier investisseur dans le pays. Monsieur Lévin Chiribagoula. Exactement. L'espoir est permis et je crois que ce qui est déjà fait comme effort démontre que l'espoir est là et que nous pouvons aller de l'avant. Mais non, il est difficile de se lancer dans les chiffres parce que les statistiques ne sont pas maîtrisées par rapport au PIB, par rapport au potentiel du pays. Les statistiques ne sont pas maîtrisées. Mais c'est sûr qu'on y va progressivement et que au fur et à mesure, on peut atteindre des chiffres intéressants. Bon, je ne veux pas parler des 45 milliards par an, comme l'a dit un politicien, ça n'engage que lui, mais il faut y aller progressivement. On passerait du cap de 16 milliards à 20 milliards, à 25 milliards. On ne peut pas dans les 5 années atteindre 45 milliards. Il n'y a pas de baguette magique, il y a des efforts à faire. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire. Tout est de l'ordre du possible, mais il y a des efforts à faire du côté des réformes de la fiscalité, du côté des réformes économiques, du côté du rôle de tout un chacun dans l'évolution du pays. Merci à vous d'être venus. Alors, les discours des candidats répondent-ils aux attentes de la population sur le sujet? C'est clair que non. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Je ne sais pas si on en sait plus, mais au moins on en a parlé. Et le fait d'en parler, c'est déjà bien. Je vous remercie d'être venu. Alors, tout à l'heure, une question a été posée par rapport à l'actualité, nous rattrape partout. S'il y a eu une annonce de la CENI, oui, en effet, il y a eu une annonce de la CENI, signée le 14 décembre aujourd'hui par Patricia. Vous voulez que je vous la lise? Dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral et de permettre aux Congolaises et aux Congolais d'exercer leur droit de vote, les électeurs régulièrement inscrits, et je crois que c'est là qu'elle annonce, et ceux dont les cartes sont devenues illisibles, ainsi que ceux ayant perdu la carte d'électeur, faute d'en avoir obtenu un du duplicatoire, doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription le jour du scrutin, le mercredi 20 décembre. Donc c'est maintenu, car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CENI. Je crois que l'annonce qui a été faite aujourd'hui, c'est que, et on l'avait reçu ici il y a la semaine dernière, le président de la CENI, je crois que l'annonce faite, c'est que même ceux qui ont des cartes illisibles pourront voter, se rendre donc, je crois que c'est ça la grande annonce du jour et non pas d'une annonce de report. Merci à vous d'avoir été avec nous. Alors, on parlera encore beaucoup des taxes. C'est vrai que les taxes, c'est toujours un sujet qui semble être trop scientifique. Merci à vous de l'avoir amené sans utiliser des termes trop compliqués au niveau du Congolais lambda. Le Congolais lambda qui
payent pas d'impôts, c'est vrai, pour la grande majorité, qui devraient en payer pour participer aussi à la solidarité nationale. C'est aussi ça, la cohésion nationale, contribuer pour avoir le droit de se plaindre, mais des fautes de revenus pour beaucoup, ne contribuez pas. Tout le monde ne contribue pas non plus en Europe, mais sachez que les pays occidentaux se sont développés parce que impôts ils payaient et que chaque jour ils payent un peu plus et que chaque jour, et cela est aussi de l'obligation des autorités, parce qu'ils payent plus, ils en demandent plus à leurs autorités. Alors, aux autorités, l'appel est ainsi lancé. Quel qu'il soit, nous sommes en période électorale, donc on ne sait pas quelle sera l'issue des élections. Apprenez à mieux gérer les finances publiques, car cela est de notre argent à tous, au-delà de toutes les niches dont parlait notamment d'ailleurs le conseiller Louzolo qui évoquait 10 milliards d'évasion fiscale. Merci à vous, merci beaucoup monsieur Benjamin Zaïlou, président de l'Ordre national des experts comptables. Merci beaucoup à vous monsieur Michel Osembe, président honoraire de l'Agence congolaise des banques. Merci beaucoup à vous monsieur Félix Amouna, président de la commission PME de la Fédération des entreprises du Congo. Merci à vous, monsieur Liévin Chiribagula, directeur à la Direction générale des impôts. Malheureusement, on aurait bien voulu avoir un représentant de la DGI, mais bon, ça a été un peu plus compliqué. Mais vous êtes aujourd'hui, et c'est en cette qualité que vous êtes présenté à nous, le conseiller fiscal du ministre des Finances. Ici se termine cette émission. Demain, on fera une autre émission, le grand débat avec cet argent colporté. Qu'est-ce qu'on va en faire côté développement et côté social? On recevra notamment le président du Conseil de l'Ordre national des médecins de la RDC. On recevra aussi enseignants et syndicats. Ce sera demain entre 20h et 22h. On remet le grand débat en cette période électorale pour parler des débats de fond, ceux qui feront que demain le Congo sera meilleur. Merci à l'équipe technique qui est restée tard avec nous, Pascal Kalambay, Didi Binsika ainsi que Grace Lema. Merci à vous tous. Bonne soirée. Dans quelques instants, c'est le journal qui vient d'Allemagne, la Deutsche Welle Haus Republik aus Deutschland, Deutschland République, comme disaient les Allemands. La Deutsche Welle, le journal de 18h que vous allez suivre à 22h. L'actualité continue sur votre radio. L'émission en campagne, c'est demain, 10h, 18h. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne soirée.